Bismillah. Ce n'est pas incurable, mais vous êtes venu à temps, mon vieux. Vous avez été soumis à des radiations de l'ordre de 2 à 3 Roentgens. Radioactivité. Mais je ne comprends pas, je ne suis pas en rapport avec aucun centre atomique. Je n'ai même pas d'atomiste dans mes relations. Rex Miller était abasourdi. Quand il était venu consulter son ami, le professeur Sanderson, il croyait être malade. Certes, mais sûrement pas atteint de radioactivité. C'est curieux, vous êtes le second, en moins de 15 jours, à être contaminé. Que dois-je faire? Prenez les médicaments que je viens de vous prescrire et il n'y paraîtra plus. Néanmoins, je crois que vous devriez faire examiner votre villa, votre voiture, vos vêtements. Bref, faites faire une enquête pour déterminer comment vous avez pu être en contact avec un minerai radioactif. C'est indispensable car il faut à tout prix éviter de continuer à approcher ce poison. Je ne vois pas très bien comment je... Attendez, si, j'ai la solution. Je connais un gars, Hugh Morrison, qui est une sorte de petit génie dans son genre et qui acceptera sûrement de se livrer à l'enquête que vous préconisez, docteur. Qu'en penses-tu, Hugh? Accepterais-tu? Bien sûr, mon vieux. En fait, j'ai même mieux à te proposer. Tu as sans doute entendu parler de Vibrex, cet étrange personnage costumé qui a fait parler de lui dernièrement et qui possède d'étranges pouvoirs. C'est bien ça. Un super-héros, hein? Je n'y crois pas tellement. Tout ça, c'est bon pour la bande dessinée et la télé. Tu as tort. Je connais personnellement Vibrex et je peux t'assurer qu'il a effectivement des pouvoirs spéciaux. Il peut à volonté devenir invisible, intangible. Tu le connais? Qui est-ce? Un sourire bizarre naquit sur les lèvres de Morrison. Ça, c'est un secret que je ne puis dévoiler à personne, pas même à un ami comme toi. Par contre, si je lui parle de ton cas, je suis certain qu'il s'en occupera bien mieux que moi. Je ferai rien cependant sans ton accord. Tu l'as, mon vieux, tu l'as. Dans ce cas, rentre chez toi. Je vais prendre contact avec Vibrex et celui-ci viendra sans doute te rendre visite. Tu pourras répondre personnellement à ses questions. Quelques minutes plus tard, tandis que Rex Miller quittait le bungalow des Morrison, conduit par Jenny Morrison, l'épouse du savant, Hugh revêtait rapidement son costume de Vibrex. Il n'y avait que 6 mois qu'il avait découvert le Vibratex, cet appareil qui permettait à son possesseur de faire vibrer les atomes de son corps à n'importe quelle vitesse, et qu'il s'était confectionné un vêtement lui assurant un certain incognito. Pour son fils Stanley, Hugh Morrison était un faible, tout le contraire d'un sportif ou d'un de ces fameux super-héros. Pourtant, depuis qu'il menait une double vie, Hugh avait déjà, en tant que Vibrex, résolu plusieurs affaires embrouillées. Profitant de ce que sa petite famille était occupée, il fit vibrer son corps de manière à devenir tout à la fois invisible et intangible, et tranquillement traversa les murs du bungalow et alla s'installer à l'arrière de la voiture de Rex. Celui-ci, poli, écoutait Jenny se plaindre de Lise, leur petite fille de 6 ans, qui n'apprenait pas très bien en classe. À son âge, c'est pardonnable, Jenny. Tu verras, dans quelque temps, elle se rattrapera et deviendra aussi formidable que son père. Tu es gentil, Rex. Bon, eh bien, je te quitte. Je crois que quelqu'un envoyé par ton mari doit me rendre visite et je ne voudrais pas le faire trop attendre. Au revoir. La Mustang de Miller démarra et s'éloigna rapidement sur la route. Le premier tournant était à peine franchi qu'une silhouette se matérialisait sur la banquette arrière. Rex avait à peine eu le temps de s'en rendre compte que Vibrex se faisait connaître. Ne vous inquiétez pas, je suis Vibrex. Hugh Morrison m'a prévenu et me voici. Mais comment avez-vous pu faire si vite? Un sourire bizarre naquit sur les lèvres du super-héros, sourire qui rappela vaguement quelque chose à Rex. C'est drôle, j'ai l'impression de vous connaître. Normal, vous avez sans doute vu ma photo dans les quotidiens ou à la télé, comme tout le monde. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de ceci. J'aimerais savoir quand vous vous êtes rendu compte de votre malaise. Il y a 2 jours. Ma circulation me posait soudain des problèmes. J'avais la migraine, je me sentais mal, lourd. Depuis quand avez-vous cette voiture? Hein? Je ne vois pas le rapport. Répondez, je vous en prie, c'est très important. Depuis 1 mois. C'est une voiture d'occasion. Elle est radioactive. Vibrex s'était exprimé normalement, mais Rex réprima un frisson, reprit de justesse son volant. Qu'est-ce que vous dites? La vérité, mon vieux. Je me suis muni d'un compteur de Geiger. Il m'a prouvé, s'il en était besoin, que votre voiture était radioactive.
Mais faites attention à votre conduite. Pendant que vous mènerez votre véhicule, vous pourrez répondre à quelques questions. Jacques avait chaud. Depuis quelque temps, il avait souvent de ces fortes suées comme celle qui le terrassait maintenant. Obéissant à une impulsion, il détacha du lot de gobelets un récipient, alla se servir copieusement au distributeur d'eau potable fraîche, but longuement. Excusez-moi. Jacques se retourna d'un bond comme quelqu'un pris en faute, se reprit en apercevant son visiteur, un homme d'aspect calme et plutôt timide, tout à fait le contraire d'un sportif. Qu'est-ce que vous désirez, monsieur? Une bagnole? Eh bien, je suis tombé en panne à Salt City. À quelques kilomètres, je suis assez pressé. Si vous voulez, je prendrai une de vos voitures pour poursuivre ma route, à condition que vous acceptiez de m'acheter mon ancien véhicule. On peut le voir? Si vous m'accompagnez, oui. Sans mot dire, Jacques se dirigea vers la fourgonnette de dépannage, s'installa au volant tandis que le client, pressenti, prenait place à côté de lui. L'engin s'ébranla en rugissant, conduit fermement par le vieil homme. Pendant le court trajet, le client entama la conversation. C'était normal, n'importe qui à sa place en eût fait autant. Vous vivez seul dans ce coin perdu? Ouais, et votre femme ne dit rien. Je suis pas marié. Ah, vous avez bien raison, avec les femmes, on est toujours obligé de justifier ses allées et venues. Il faut faire la vaisselle, etc. Bah, c'est pas ça d'ailleurs, j'ai été fiancé avec une japonaise. C'était avant la guerre. Ah, elle vous a quitté? En quelque sorte. Jacques eut un rictus, avala sa salive et regarda furtivement son interlocuteur. Elle était dans son pays au moment où le vaillant peuple américain a lancé ses bombes atomiques. Elle en a été une des victimes. Excusez-moi. C'est rien. Parfois ça me fait du bien d'en parler. C'était une gentille fille. Eh bien voilà votre chèque. Salut. Salut. Jacques regarda le client s'en aller, monter dans la Ford qu'il venait de lui vendre. En fait, Jacques regardait sans voir, il était perdu dans ses pensées. S'imaginait que Sue lui souriait depuis son paradis nippon. Là-bas, la Ford s'éloigna. On entendit le vrombissement du moteur décroître, puis disparaître totalement. Haussant les épaules, Jacques retourna se verser un grand verre d'eau. Cependant, à 4 kilomètres de là, Hugh Morrison sortait de sa Ford arrêtée sur le bas-côté de la route, revêtait fébrilement son uniforme de Vibrex et revenait en arrière à pied. Il tenait à surprendre son client. Il ne lui avait pas fallu longtemps pour actionner son compteur de Geiger et savait savoir que la Ford était empoisonnée par la radioactivité. Parvenu devant le parking où s'étalait une cinquantaine de véhicules d'occasion, il se rendit invisible et circula parmi les voitures en braquant son compteur. Arrivé à celle du fond, une vieille guimbarde qui n'intéresserait jamais aucun client, même fauché un cliquetis significatif, lui apprit qu'il arrivait au terme de ses recherches. Il tourna un cran de son ceinturon, devint intangible et traversa la carrosserie de l'épave. Dedans, il dénicha un caisson empli de déchets radioactifs, la preuve était faite. Calmement, demeurant invisible et immatériel, Vibrex traversa successivement toutes les voitures qui se trouvaient sur son passage et parvint au bureau. Transpirant à grosses gouttes, Jacques buvait un verre d'eau. Demeurant immatériel, Vibrex se rendit visible. Eh bien, Jack, tu es devenu un hors-la-loi. Stupéfait, Jacques laissa tomber son gobelet et se tourna vivement incrédule. Comment êtes-vous rentré? Puis, sans tergiverser, il courut à son bureau, saisit un pistolet dans un tiroir et tira 3 coups sans discontinuer. Souriant, Vibrex laissa les projectiles traverser son corps. Tu as tort, Jack. Comme tu as eu tort de tenter de venger la disparition de Sue en rendant radioactives les voitures que tu vendais, tu as vraiment eu tort. Alors le vieil homme s'effondra en pleurs. Vibrex cessa de sourire malgré lui. Il avait pitié de ce malheureux, rendu fou par la solitude et le souvenir de celle qu'il avait voulu un jour épouser. Pourtant, comme il fallait agir, l'empêcher de nuire un peu plus, il s'avança, décrocha le combiné du téléphone. Allô? Passez-moi le lieutenant Perry Blade. Il y eut une série de déclics, puis une voix mal retentit. Oui? Lieutenant, c'est Vibrex qui vous parle. Venez avec 1 ou 2 hommes au parc de l'occasion sur la route de Landpipe. Je vous y attends, en compagnie d'un pauvre homme qui a un peu perdu la raison et qui a volé quelque part un résidu de déchets radioactifs. Il voulait empoisonner le maximum de gens pour venger la disparition de sa fiancée, décédée sans doute à Nagasaki ou Hiroshima.
Ah, j'arrive. En soupirant, Vibrex, tout en regardant sa victime, raccrocha. Je suis vraiment désolé, mon ami. Je comprends ce que vous avez dû souffrir, mais je ne puis vous laisser continuer à agir de la sorte. Puis, tout à son émotion, Vibrex se plia en deux pour s'asseoir et passa à travers la chaise. Il avait oublié de se rendre intangible.